Excellent. Bon, bien, merci beaucoup, Margarita, pour l'invitation. Donc, c'est vraiment à la demande. C'est Margarita qui est le maître d'œuvre de cette rencontre-là. Donc, je voulais la remercier. Et ce qu'on m'avait demandé, c'est un peu de présenter l'OBIA. Qu'est-ce que l'OBIA dans la structure du paysage québécois? Puis aussi, étant donné l'intérêt pour l'éducation, eh bien, j'avais eu des discussions avec Margarita en disant que l'interdisciplinarité est au cœur de ce travail-là. Et je voulais aborder certains éléments, puis aussi donner un exemple assez concret là, dans le cadre de la pandémie, de comment on a travaillé ça, puis aussi des différents chantiers qui ont cours. Donc, si jamais vous voulez poser des questions dans le chat, si vous avez la version en anglais, vous pouvez l'écrire dessus ou converser. Des fois, en français, c'est converser. Vous avez juste à écrire vos questions au fur et à mesure. Puis, si ça vous convient, avec Margarita, on pourra les prendre une à la suite de l'autre, là. Donc, il ne devrait pas avoir de soucis à cet effet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Observatoire est une entité qui a été lancée sous le leadership du scientifique en chef au Québec, qui dirige le Fonds de recherche du Québec, le FRQS pour S pour le mot santé aussi. En 2018, il y a eu beaucoup de discussions à savoir comment mettre en place un écosystème dans le paysage québécois. Puis, un groupe de parties prenantes avait fait différentes suggestions, pardon, et l'Observatoire était apparu comme étant une entité nécessaire, étant donné les expertises qu'on avait au Québec en intelligence artificielle. Donc, il y a eu un concours scientifique qui a été lancé. Notre équipe, nous l'avons remporté et étant donné que je suis un chercheur rattaché à l'Université Laval, j'aurais pu être rattachée à l'Université du Québec en Outaouais, à Chicoutimi, bon, peu importe. C'est toujours rattaché au chercheur principal. Donc, c'est l'Université Laval qui reçoit l'observatoire. Et le scientifique en chef en a fait une annonce en décembre 2018 et j'ai démarré tout de suite l'observatoire en janvier 2019. Ce qui était important, il fallait respecter certains critères dans le concours, c'est-à-dire d'avoir 5 universités et d'avoir la participation des cégeps, qui est un niveau préuniversitaire au Québec. Alors voilà, on a eu 9 universités, vous les voyez, ETS, l'ENAP, HEC, McGill, Polytechnique, Sherbrooke, UQO. UQO, c'est l'Université du Québec en Outaouais. Et on a rajouté à ces 9 universités-là 9 cégeps. Donc, c'est des cégeps qui ont une préoccupation importante pour le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle. Puis, ils ont souvent des centres de transfert technologique. Donc, voilà en gros là, les cégeps qui se sont impliqués au sein de l'Observatoire. J'ai démarré avec 170 chercheurs lorsque j'ai lancé l'Observatoire. Et aujourd'hui, on est rendu à 220 chercheurs. Si vous allez sur le site de l'Obvia, parce que notre nom court, c'est Obvia, c'est un chercheur, Marc-Antoine Dillac, qui nous avait suggéré ce nom. Puis pour nous, on a adhéré facilement à ce nom-là parce que le mot obvia vient du verbe obvier qui veut dire parer à toute éventualité. Et on trouvait que la notion d'impact sociétal qui était sous-jacente au nom, là, le terme obvia nous apparaissait quand même assez porteur. Puis pour nous, ben, le symbole, on a représenté ça, ben, c'est sûr que vous voyez le A et le I, mais pour nous, le I, c'est un être humain. Et l'être humain est au centre de nos préoccupations. L'être humain dans son contexte, dans sa culture, etc. Donc, c'était ce petit clin d'œil-là. Alors, l'Observatoire, eh bien, il fallait avoir des partenaires. Alors, on a des partenaires internationaux, comme vous voyez. Vous voyez aussi que vous êtes là, Université Côte d'Azur, dans les partenaires internationaux. Il y a des entreprises et des regroupements d'entreprises. Il y a des acteurs publics ou parapublics, donc vous en avez un petit aperçu. Évidemment, on a des acteurs universitaires, puis la création de votre observatoire sur l'Université de Côte d'Azur qui s'appelle Otesia est là, et les organisations de la société civile. Pour nous, c'est important de travailler avec ces acteurs-là
parce qu'on a une vision pluraliste de, de la recherche. On aurait pu choisir un modèle d'observatoire détaché de ses partenaires, de regarder les impacts et de faire des rapports, mais on a voulu être une partie prenante, être en communication, en collaboration avec ces différents acteurs-là. Alors, c'est pour ça que vous savez un peu le portrait. C'est pas tous les acteurs qui sont là en passant. Je m'excuse, j'ai pas la dernière version, mais vous voyez, par exemple, au niveau des partenaires universitaires, on a des centres de recherche. C'est beaucoup des centres de recherche, des universités, évidemment, ça c'est sûr. Puis des structures du même type que l'Observatoire. Là, je vais pointer le mot Alliance Santé Québec. C'est une très grosse structure au Québec qui s'intéresse à la santé globale. Voilà. La mission de l'Observatoire, on l'a travaillé en 2019. Vraiment, on a fait des journées de réflexion pour dire c'est quoi notre mission. Puis, pour nous, c'est, là, vous avez le mot tout au complet, OSIAN, mais excusez-moi, j'ai pris une vieille diapo. C'est Observatoire. C'est la mission se fonde sur une interrogation critique des innovations technologiques. Pour nous, c'était très, très, très important cet élément-là. On veut vraiment se positionner comme faisant une interrogation critique pour soulever les enjeux cruciaux, mais en même temps d'identifier des solutions plausibles. Alors, voyez-vous, ça contraste un peu avec la vision d'un observatoire qui est un petit peu plus neutre dans sa posture. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des acteurs, c'est parce qu'on veut aussi participer aux solutions. On participe aux solutions dans la mesure où les acteurs nous incluent. Hein, entendons-nous bien, parce que des fois, on peut faire un projet avec différents partenaires, puis le partenaire peut nous mettre en fin de ligne. Et là, nous, pour nous, on trouve que c'est quand même important de participer, par exemple, au tout début, en amont, pour réfléchir avec le partenaire s'il a bien envisagé les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, par exemple. Alors, c'est comme ça. Notre mission, elle est vraiment, vraiment importante. Là. On veut être en amont, on ne veut pas être la remorque, ni l'étampe qu'on donne. Là, à la fin, non, on veut vraiment participer de front à ces éléments-là. Puis le but, évidemment, de ce travail de réflexion-là et de participation, c'est vraiment de contribuer à définir c'est quoi le bien commun qui devrait être poursuivi par les innovations technologiques. Puis on veut produire, évidemment, des connaissances publiques sur les modalités de conception et d'utilisation responsable de l'IA dans la société, tout en interpellant les institutions démocratiques. Donc, on ne veut pas être neutre, hein, vous vous en doutez bien. On veut interpeller les institutions démocratiques, que ce soit par exemple dans des projets de reconnaissance faciale, si on trouve qu'il y a un enjeu, que ce soit pour la démocratie, pour le droit à la vie privée, le droit de protéger l'intimité. On n'est pas un acteur neutre. On veut interpeller les décideurs publics dans ce domaine-là. Donc, notre raison d'être, parce que là, je parle de mission, c'est vraiment de contribuer au domaine du numérique et de l'intelligence artificielle en proposant une démarche d'innovation responsable. Pour nous, là, je vous dirais, là, c'est le cœur de la démarche. Donc, ici, je cite un peu là, von Schomberg qui disait que l'innovation responsable promeut l'engagement des différentes parties prenantes dans le développement scientifique et technologique par le biais d'approches participatives et inclusives afin de concevoir collectivement des solutions éthiquement acceptables, socialement souhaitables et durables sur le plan, par exemple, environnemental. Alors, voyez-vous un peu là, la mission de l'Observatoire, puis l'écosystème que je vous ai montré tout à l'heure, ça traduit bien le concept d'innovation responsable qui, pour nous, reflète beaucoup la mission et le fait qu'on rallie les acteurs autour de ça. Donc, c'est un élément. Juste peut-être pour rappeler, puis ici, on se base beaucoup sur les travaux d'une chercheure qui est très impliquée à l'Observatoire au niveau de ce concept-là. Tout l'apport intellectuel s'appelle Pascal Lehoux et son équipe. Alors, quand on parle d'avoir une interrogation critique des innovations technologiques,
pour définir ensemble le bien commun, ben, on repose ça sur l'innovation responsable. Puis comment on fait ça? Ben, le modèle théorique est composé de 4 dimensions, qui est l'anticipation, la réflexivité, l'inclusivité puis la réactivité. Donc, quand on parle d'anticipation, bien, si on est dans un projet d'intelligence artificielle de conception, bien, ça va être d'examiner les risques et les conséquences attendues et inattendues de cette innovation technologique-là avec les concepteurs. Puis, par la suite, s'ajoute la réflexivité et là, on est très proche de la dimension éthique. On est vraiment dans une éthique réflexive. C'est de faire prendre conscience des valeurs qu'on va transporter, par exemple, dans la conception d'un algorithme en particulier, de prendre conscience des biais qu'on va peut-être véhiculer ou qu'on peut atténuer, des normes sociales, etc. C'est un élément quand même qui joue assez important là, à ce niveau-là. Donc, toute la réflexion critique qui se met en marche, puis je dirais aussi même les aspects juridiques, hein, les lois. Fait que ici, l'anticipation, quand je parle d'anticipation au départ, bien c'est là que le travail de l'interdisciplinarité prend tout son sens. Quand on fait partie en amont avec les développeurs des projets. Alors, ce n'est pas juste une question de sciences et technologies, mais c'est aussi une question de sciences sociales, sciences humaines ou la santé qui vont être interpellées dans cette démarche d'anticipation. Puis tout à l'heure, puis le point 2, c'est-à-dire la réflexivité, bien, c'est de montrer ce souci éthique constant en termes de normes, valeurs, biais qui peut être véhiculé ou d'une valeur qui peut être menacée. Au niveau de l'inclusivité, eh bien ici, on a toute l'implication des parties prenantes, incluant le public, dans le processus de développement de l'innovation. Donc, est-ce qu'on a pensé à vérifier si le public était réceptif à cette innovation-là? Et là, ça fait appel à des démarches de délibération citoyenne. Alors ici, on a 2 expertises au sein de l'Observatoire par une fonction spécifique que je vais vous mentionner tout à l'heure, qui promeut justement une démarche de délibération citoyenne pour voir si la population, elle n'est pas mise de côté, mais plutôt interpellée, puis comment elle voit ça. Par la suite, on a la réactivité, donc la capacité de s'adapter rapidement aux effets émergents de l'innovation et au contexte changeant dans lequel elle se déploie. Puis là, ça fait appel à de l'agilité. Hein, on l'a vu durant la pandémie, tout ce qui en est suivi, au niveau des applications de traçage, bien, ça nous demandait une agilité quand même assez importante pour répondre justement aux conséquences là, de certains développements qui avaient lieu. Donc, ça, c'est un peu le modèle à l'Observatoire. Puis la structure de l'Observatoire comme telle, eh bien, on a 4 fonctions. On a la fonction recherche et création qui s'occupe des appels à projets, des bourses, qui réfléchit aussi aux modèles théoriques puis aux concepts qui sont développés. On a la fonction des politiques publiques. Donc, quel est l'impact des travaux qui sont faits au sein de l'Observatoire au regard des politiques publiques? Puis là, tout à l'heure, quand je vous présentais le modèle théorique, je vous disais que les délibérations citoyennes sont importantes, mais on a la fonction de délibération, que ce soit sur les normes éthiques, que ce soit une stratégie gouvernementale dans laquelle on doit impliquer différents acteurs, puis on voudrait vérifier son intégration au sein des structures. Donc, c'est cette fonction-là. Puis, évidemment, on a la fonction veille et enquête qui s'occupe justement de faire toute une veille, par exemple, sur les stratégies en IA au sein des gouvernements. Ça peut être ça, de faire des enquêtes spécifiques sur l'acceptabilité sociale. Puis, au cœur de ça, bien, on a nos axes. Alors, nos axes reposent sur les expertises qu'on a au sein de l'Observatoire. Vous allez voir peut-être, je me rappelle au début, les noms des axes étaient très, très longs. On les a raccourcis et on va probablement encore faire du travail en ce sens, mais pour le moment, ça reflète les expertises. Alors, on a un axe qui est art, médias et diversité culturelle. Industrie 4.0 travail,
un axe environnement-ville intelligente. Puis là, on conteste en ce moment le mot intelligente. Là. Alors, je ne sais pas si ça va changer. Relations internationales, droits humains, éthique, gouvernance et démocratie, droit, cyberjustice, cybersécurité, éducation, capacitation que certains d'entre vous ont nommé, et évidemment la santé durable, qui inclut tant la santé des êtres humains que de la santé animale, parce que j'ai au sein de cet axe des vétérinaires, des chercheurs dans ce domaine-là. Donc, voilà. Puis c'est vraiment important, cette structure-là, c'est encadré par les fonctions que je viens de vous nommer. Puis, en même temps, il faut savoir que les chercheurs proviennent autant des sciences humaines et sociales que de la santé, que des sciences et technologies. Alors, c'est vraiment les 3 secteurs que l'on retrouve au sein de l'Observatoire. Puis, je vous dirais, les chercheurs en intelligence artificielle sont transversales aux axes. Donc, il n'est pas rare, si par exemple, vous allez sur le site de l'Observatoire puis vous cliquez sur un axe, bien, vous allez voir, c'est tous des gens qui ont un intérêt pour ce domaine-là. Puis, il peut y avoir des chercheurs qui ont pointé, par exemple, l'axe éthique et gouvernance, qui sont en intelligence artificielle, mais qui veulent suivre les réflexions des chercheurs qui font des initiatives, de l'animation, etc., au sein de leur propre axe. Fait que donc, c'est l'interdisciplinarité, vous allez la voir même au sein des axes, de par le fait que les chercheurs, les responsables ont une expertise dans le domaine, je vous dirais, ils ont l'expertise disciplinaire, mais les co-chercheurs qui ont montré un intérêt, c'est très interdisciplinaire. Puis vous allez souvent retrouver 2 ou 3 des secteurs que je viens de vous citer. Je voudrais revenir avec une remarque de Cédric Villani qui, quand il a déposé son rapport, on retrouve aussi beaucoup d'éléments d'interdisciplinarité, bien, il mentionnait que l'intelligence artificielle se diffuse dans l'ensemble des domaines scientifiques. Puis de par le fait que ça se diffuse dans l'ensemble des domaines scientifiques, bien, c'est de plus en plus difficile pour ma part de travailler de façon disciplinaire. Et là, je ne veux pas casser le moule des disciplines parce que ce que je vois, c'est que le travail disciplinaire est important. Il peut servir de base, mais dans le domaine de l'intelligence artificielle, il rencontre des limites. Alors, c'est une base importante parce que, par exemple, je ne voudrais pas que si on travaille sur des enjeux de cybersécurité, euh, je m'attends que l'expert en cybersécurité pose la base, la fondation avec toutes ses connaissances. Même chose au niveau de la santé. Je m'attends à ce que l'expert ou les experts mettent bien en place la fondation, mais qu'à partir de cette fondation-là, un travail de réflexion en interdisciplinarité est nécessaire. C'est comme la deuxième couche qui doit s'ajouter à cet édifice-là de co-construction-là. Puis j'aime bien la réflexion ici du sociologue Edgar Morin qui dit que l'interdisciplinarité s'impose si l'on veut mettre fin au découpage des disciplines qui rend incapable de saisir ce qui est tissé ensemble, c'est-à-dire, selon le sens originel du terme, le complexe. Parce qu'en intelligence artificielle et numérique, à mon sens, on est dans des enjeux complexes, que ce soit au niveau de l'apprentissage profond. En soi, c'est un enjeu complexe. J'arrive avec ma définition de l'interdisciplinarité parce que il faut partir d'une base commune. Eh bien, il y a quelques auteurs ici que je cite. On dit que c'est la mise en relation d'au moins 2 disciplines. Puis, quand on parle de mettre en relation, bien, il faut mettre en relation les méthodes, les techniques, les contenus. Ce n'est pas juste un bricolage, puis c'est là que le danger se fait. Le danger ici, quand on veut faire un véritable travail interdisciplinaire, c'est d'imposer notre méthode. Et là, pour moi, là, il y a comme un petit enjeu, là, jusqu'où on est interdisciplinaire. Alors, si, par exemple, on dit qu'on fait un travail interdisciplinaire, ben, il faut vraiment fusionner cette réflexion-là au niveau des méthodes, des techniques, des contenus. Puis là, on est dans le complexe. C'est sûr qu'on est dans le complexe parce que là, on doit travailler une représentation originale
Et c'est de ce choc des idées on fait jaillir cette représentation-là originale. Et pour moi, on n'est pas encore rendu à 100%. Peut-être des travaux comme Elisabeth va faire, va nous éclairer, mais il y a un gros travail de façonnage pour faire ressortir cette représentation originale. On peut y arriver. Moi, je le vois là, dans certains projets, là, on travaille, puis on est sur quelque chose que je trouve très porteur, mais c'est ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas juste faire un bricolage, puis de mettre nos disciplines, dire « Ah, on travaille en interdisciplinarité, on était chercher un éthicien. » OK. À quel endroit il a participé, l'éthicien? Il est-tu venu donner une caution à ce travail-là? Ou il a participé vraiment au contenu, aux méthodes, aux techniques, à des enjeux fondamentaux? Fait que ça, pour moi, c'est important. Donc, c'est pour ça que je cite ici Glary Giolito qui dit que l'interdisciplinarité doit se comprendre comme l'utilisation, l'association et la coordination des disciplines appropriées dans une approche intégrée des problèmes. Donc, et c'est pour ça qu'à mon avis, là, que la question de sens est centrale. Il doit y avoir un ancrage dans le réel quand on travaille en interdisciplinarité. Donc, pour moi, c'est ça. Ce qui ressort, c'est pas juste au sens strict, c'est pas une juxtaposition là, des regards disciplinaires, mais là, on rentre dans la négociation entre les disciplines dans le but de résoudre un problème qui n'est pas exclusif à une discipline. Donc, puis là, ben, il faut faire preuve d'humilité. Et c'est pas facile, je dois vous avouer, ce boulot-là. Et j'aime bien ce que l'Institut canadien de recherche avancée dit, il dit qu'un travail interdisciplinaire, ça doit être vu comme un processus dans lequel on développe une capacité d'analyse et de synthèse à partir des perspectives de plusieurs disciplines. J'aime bien cette notion de capacité qui avait été avancée par l'Institut, parce que je trouve que c'est ça, on est au cœur de ces capacités-là à développer. Donc, tout à l'heure, je parlais de sens. Bien, il y a vraiment une recherche de sens commun. Et pour moi, la question de sens, comme je disais ici, est centrale, ancrée dans le réel. Hein? En intelligence artificielle, on ne peut pas faire autrement que ramener ça dans l'ancrage du réel. Puis la finalité de l'interdisciplinarité relève à la fois de l'intégration des processus d'apprentissage que de l'intégration des savoirs qui en résultent. Fait qu'on peut faire le premier bout, le processus d'apprentissage, mais est-ce qu'on intègre les savoirs qui en résultent? Là, moi, je me dis, il ne faut pas l'échapper, celle-là. Puis on a tendance à l'échapper. Alors, pour moi, c'est ça qui est important parce que ça va favoriser la mobilisation, puis ça va être, à mon avis, plus porteur au niveau des applications dans des situations de la vie courante. Alors, c'est un élément. Ici, je cite Alan Bernstein, qui est le président de CIFAR, qui dit que la science et la collaboration mondiale représentent l'humanité à son meilleur. Des enjeux mondiaux comme l'éclosion virale actuelle, les changements climatiques et la montée du populisme soulignent à quel point il est important de rassembler les plus éminents scientifiques du monde en transcendant les disciplines et nationalités pour s'attaquer aux plus grands enjeux auxquels fait face l'humanité. Il a dit ça le 26 mars 2020. Puis je me disais, ce qui s'est passé dans la construction du vaccin, c'est ça, là. On a arrêté de travailler cloisonné. Ils ont mis les bases de données ensemble, ils ont travaillé ensemble, ça a produit dans un temps record des vaccins. Ça n'aurait pas été possible par un travail disciplinaire. Le travail disciplinaire est important comme fondation, mais ça n'aurait pas été possible par la suite. La 2 puis la 3e couche dont je parlais, le processus, la mobilisation, l'intégration, là, à mon avis, il y aurait eu certains défis à cet effet. Donc, je reviens encore avec Morin qui dit que l'interdisciplinarité a pour principe d'envisager la possibilité de concevoir ce qui relie les objets entre eux et le développement à l'aptitude à contextualiser, ça c'est un défi, et à globaliser les savoirs, cela devenant un impératif d'éducation.
Donc, toute la partie que je vous disais des fois qui est manquante, là, faire émerger les savoirs pour mieux les mobiliser. Là. Ici, en 99, je trouvais que Morin, par cette réflexion-là, est importante. Donc, l'interdisciplinarité, c'est un prélude à un mode d'organisation de la connaissance capable d'embrasser le complexe en devenant un objet de réflexion. Du moins, c'est la trame de fond là, que j'essaye de mettre en place à l'Observatoire. Puis les axes sont appelés à travailler en ce sens-là. Donc, là, on vient de voir un peu les bases, la mission de l'Observatoire, l'importance de l'interdisciplinarité, puis c'est un travail constant et de tous les instants. Je vous dirais, c'est facile de tomber dans notre penchant disciplinaire. Moi-même, on a des failles puis on tombe vite dans notre discipline, mais il faut être vraiment, vraiment à l'affût. J'ai voulu, à la demande de Margarita, vous donner un exemple pratique parce qu'elle disait, oui, c'est bien beau parler de l'interdisciplinarité, mais comment ça se concrétise? Puis je trouvais que c'est important. Je voulais vous parler du comité COVID qui a été mis en place au mois de mars 2020 à l'Observatoire. Quand j'ai mis en place ce comité-là, j'ai interpellé des chercheurs. Je voulais avoir un tout petit comité. Je disais, je vais mettre 4-5 chercheurs d'horizons différents. Puis, à un moment donné, j'étais obligée de fermer la porte puis m'arrêter à 20 parce qu'il y avait, il y avait une demande. J'aurais pu faire des sous-comités de sous-comités du comité COVID. Puis, en ce moment, c'est ça qui est en train de se passer, là, je dois vous avouer. Mais juste pour vous expliquer, j'ai mis en place ce comité-là qui reposait sur ces trois secteurs-là que je vous ai mentionnés, sciences et techno, sciences humaines et sociales, sciences de la santé. Environ 3 à 4 chercheurs par domaine. Sciences humaines et sociales, j'en ai eu beaucoup. Parce que, voyez-vous, la pandémie soulevait des enjeux sociaux majeurs. Alors, j'ai eu un fort contingent de ces chercheurs, puis j'avais en moyenne des juristes, des politologues, des philosophes, des gens en communication, en santé, évidemment, des sociologues, des psychologues, des éthiciens, puis des gens en intelligence artificielle. Alors, j'ai mis en place ce comité, puis là, on a regardé qu'est-ce qui se passait dans la réalité. Puis d'après vous, qu'est-ce qui se passait dans la réalité à partir du mois de mars, avril, mai? Prenez une seconde pour réfléchir. C'était les applications de notification de contact. C'était un débat majeur. On a vu un éclatement d'applications, plus ou moins approuvées. Tout le monde voulait apporter une solution, que ça vienne du privé, du public, de la science. Ça a été l'éclosion. J'ai un groupe de chercheurs qui en a recensé plusieurs, plus d'une centaine. On a produit un rapport. Si jamais vous allez sur le site de l'Observatoire Comité COVID, vous allez voir, il y a des rapports qui sont sortis là-dessus. Mais c'est vraiment cet objet-là qu'on a pris, les applications de notification de contact. Il fallait, comme je vous le disais tout à l'heure dans la définition de l'interdisciplinarité, s'ancrer dans le réel. Le réel, c'était les applications. Donc, on a pris les applications, on a démarré ça de façon interdisciplinaire, on a commencé à problématiser, on a commencé à vouloir se parler, un langage commun, si on veut. Puis, une fois qu'on a commencé à travailler sur quelles sont les priorités suite à ce phénomène-là qui a émergé au printemps dernier, on s'est dit, il faut produire des avis, faire des recommandations, puis être en relation avec les décideurs publics. Parce que personne, tout le monde vivait la crise, on était dans un brouillard monstre, même le gouvernement, les gouvernements avaient beaucoup de difficultés, puis on s'est dit comme scientifique, il faut participer à cet éclairage-là. Moi, du moins, je le voyais comme étant un bout d'éclairage, parce que beaucoup d'acteurs apportaient des éclairages, mais on s'est dit, nous, il faut apporter notre éclairage, puis on va travailler en interdisciplinarité. Puis l'autre élément qui ressortait, on se disait, étant donné qu'on est un observatoire puis qu'il faut regarder les impacts sociétaux, on pensait à la population. On dit, la population, là, va-tu accepter les applications comme ça? Il faut augmenter la littératie numérique des citoyens pour qu'ils puissent faire des choix éclairés en disant, OK, je connais qu'est-ce qu'une application de notification, je connais les tenants et les aboutissants, donc je suis capable de faire un choix éclairé entre tel ou tel autre. Alors pour nous,
Ça, c'est important. Puis, il fallait en valider l'acceptabilité sociale et la compréhension. Donc, ça ici, c'est vraiment majeur, ce départ-là d'une illustration de l'interdisciplinarité. Puis ici, ce que je trouvais intéressant, puis là, je pense aux travaux de Véronique Bois-Mansilla. Elle a réalisé une enquête auprès de 55 scientifiques qui travaillaient dans des instituts interdisciplinaires. Et elle a déduit au plan épistémologique que ça pouvait se répartir en 3 familles. Elle parle de la première famille, c'est-à-dire une approche centrée sur les concepts, qui consiste à examiner des concepts, des principes ou des lois pouvant rendre compte de phénomènes étudiés dans plusieurs disciplines. La deuxième approche, c'est une approche centrée sur l'explication, qui cherche à expliquer des phénomènes dont les composants sont typiquement du ressort de plusieurs disciplines. Et une approche centrée sur les résultats qui aspire à apporter des solutions à des problèmes dans des domaines sociaux, médicaux, techniques et politiques. Fait que moi, ce cadre-là m'a beaucoup aidé parce que je me suis énormément concentrée, peut-être vous en doutez, sur l'approche centrée sur l'explication, puis l'approche centrée sur les résultats. Je me disais, on est en pandémie, on est en crise, les chercheurs qui étaient impliqués dans le comité voulaient apporter leur contribution. Alors ça a été pour nous là, la trame de fond. Et évidemment, on a produit ces travaux que vous voyez. Vous voyez les applications de notification de contact. Il y a quand même 3 rapports. On appelle ça les white papers. Là. On a analysé une première application qui était construite chez nous par un centre de recherche réputé qui s'appelle Mila. Ce centre travaillait sur une application. On ne savait pas encore qu'il y avait une application qui était faite par le privé en passant. Alors, celle qui était la plus connue dans notre univers, c'était Covey. Elle s'appelle comme ça, l'application Covey. Puis, on a interpellé les concepteurs, le concepteur, pour qui nous explique comment ça fonctionnait. Puis, on a travaillé en interdisciplinarité parce que chaque discipline intervenait. Avez-vous pensé à ça? Avez-vous pensé à ça? Comment ça se fait? Alors, on n'a pas été un participant dès la conception parce que l'application était déjà en route, mais on a été un participant qui a commencé à l'analyser à partir de mai-juin. Puis, ce que j'ai aimé dans ce document-là, c'est que j'ai demandé à Joshua, j'ai dit, Joshua, on a des interrogations, puis on peut être d'accord, pas d'accord, mais peux-tu répondre? Et Joshua, avec beaucoup de générosité, il a répondu. Fait que dans ce premier document-là, vous allez voir en encadré, j'ai voulu mettre ça en évidence, ses réponses qui dit « ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Ce que vous me demandez, je peux le faire, ça, je peux pas le faire pour X et X raisons. » Fait que c'est très intéressant au niveau scientifique d'avoir un concepteur qui réagit à des interrogations interdisciplinaires. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça captivant, cette générosité, cette interdisciplinarité qui s'est mise en place. Ensuite, j'avais demandé aussi à une équipe de faire une recension des solutions technologiques qui ont été développées dans le monde. Donc, vous allez avoir vraiment un bel aperçu de tout ce qui se fait. Puis, comme je vous le disais, l'acceptabilité sociale est importante pour nous. Les juristes, les éthiciens, les gens en sciences sociales ont dit, ben, il faut travailler sur un petit guide pour expliquer au public, ben, là, il y a des applications qui s'en viennent. Êtes-vous au courant des conséquences? Êtes-vous au courant du choix que vous allez faire? Alors, le petit guide a servi à ça. Parallèle à ce travail interdisciplinaire dont je vous ai parlé, on a travaillé sur un rapport sur l'innovation responsable produit par Pascal Lehoux et on a voulu donner des exemples en santé. Parce qu'étant donné qu'on était en pleine pandémie, l'application du modèle d'innovation responsable en santé, ça ressemble à quoi? Ça, c'était un autre élément important. Autre élément important, c'est toutes les inégalités et la marginalisation qui étaient à l'avant-scène des chercheurs de ce comité-là, qui ont dit il y a des populations marginalisées. Puis ça, par exemple, dans les applications de notification,
on le faisait ressortir, on disait, mais est-ce que les sans-abri ont des téléphones intelligents? Quand on parlait avec les directions de santé publique, eux nous faisaient part, ma population vulnérable, les sans-abri sont plus à risque, tel groupe est très à risque. Puis là, on leur dit, mais comment vous faites? Mon chien se mêle. En passant, vous allez l'entendre aboyer. Mon chien veut aussi parler. Donc, on demandait, par exemple, à la santé publique, comment vous faites pour les rejoindre? Puis la santé publique nous répondait, ben c'est pas via des applications de notification, c'est par des interventions porte-à-porte, par des groupes, etc. Fait que donc, pour nous, il nous apparaissait important de réfléchir aux inégalités et à la marginalisation qui ressortait là, durant le confinement. Évidemment, on a vu on a vu des failles au niveau des outils numériques en santé. Donc, toute la gestion de la pandémie a mis en relief certaines failles. Alors, on a réfléchi aux outils numériques en santé. Puis l'autre domaine qui ressortait d'importance, ben, c'était que tout le milieu de l'éducation était en télétravail, en numérique. Donc, on a eu un rapport de fait sur l'enseignement supérieur, puis les bureaux d'enseignement supérieur qui étaient vraiment, qui avaient une affluence de mode en télétravail. Donc, ça pour nous, c'était majeur, puis comment ça change les pratiques. Puis évidemment, les travailleurs qui ne retournaient plus au bureau. Alors, le télétravail, quel est l'impact du télétravail? Donc, ça, c'était un autre domaine d'importance. Puis, en marge de ça, bien, on a construit le baromètre d'acceptabilité sociale. Il y a eu un rapport qui a été fait sur des recommandations pour l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé mentale, parce qu'on voyait bien qu'il y avait des problèmes de santé mentale. On était aussi en pleine infodémie, les fausses nouvelles. Donc, pour nous, c'est important de produire un rapport sur ce phénomène-là qui a été accentué de fausses nouvelles, puis de la difficulté pour le citoyen de s'y retrouver. Puis, il y a un rapport qui s'en vient sur des délibérations avec des acteurs de la santé publique, sur comment ils ont géré la pandémie, quel est l'impact. Ça, ce n'est pas encore sorti. Mais vous avez un aperçu du travail disciplinaire, puis je vous le dis, c'est en peu de temps, là. Le comité est en place au mois de mars. On est 20 chercheurs, on réfléchit aux priorités et c'était ces priorités-là qui étaient d'importance. Puis le mandat, c'est qu'il faut que ça sorte d'ici août 2020. Alors, août 2020, on avait ces rapports-là qui sont sortis. Puis le baromètre a commencé à sortir au mois de juin en passant. Puis la santé mentale, l'infodémie, délibération, là, il y a eu une bonne partie du travail qui a été fait cet automne. Puis le dernier rapport va être sorti bientôt. Mais vous avez une bonne idée de ce que ça génère le travail interdisciplinaire. Quand je disais c'est bien beau le travail interdisciplinaire, mais il faut réfléchir justement à ce savoir-là. Quel est le savoir qui est généré quand on travaille de façon interdisciplinaire? Puis je trouve que l'article qui a été publié dans la revue électronique La Conversation ou The Conversation, là, vous avez le lien, résume très bien l'amorce qu'on a fait sur la réflexion sur le savoir. Parce que quand on a regardé tous les travaux qui étaient produits, on s'est dit, c'est quoi la synthèse de ces travaux-là? C'est quoi le savoir qui est autour de ces travaux-là qui nous semblent fondamentaux? Et de cette réflexion-là, qu'on a poursuivi parce que le comité COVID au mois de décembre, en passant, j'ai oublié de vous dire qu'on se réunissait tous les vendredis. Mais à partir de décembre, on a arrêté cette fréquence-là pour se concentrer sur les écrits, sur le savoir qui a été généré à partir de là.
Alors, on a vu 3 piliers, puis on a proposé un modèle qu'on explique. Cette revue-là, il faut avoir un langage plus vulgarisé. On est en train de travailler un article scientifique, mais vous allez avoir un bel aperçu de la réflexion sur le savoir en interdisciplinarité qui a résulté des travaux que je viens de vous montrer. Puis comme je vous le disais, pour moi, c'est important de garder le fil conducteur entre le fait qu'on fait un travail en interdisciplinarité, mais qu'on fasse aussi une réflexion scientifique sur ce travail-là. Fait qu'on est acteur, mais on est aussi observateur de notre propre travail. Alors, l'article vous donne un bon résumé. Peut-être aussi quelques chantiers dans lesquels on est impliqué en interdisciplinarité. On a un chantier sur l'accès aux données en santé. Là, il y a vraiment une belle collaboration interdisciplinaire, au même titre que le comité COVID. On a un chantier sur les outils éthiques en IA. C'est sûr que la discipline fondamentale, c'est l'éthique, mais en même temps, il y a d'autres chercheurs qui s'ajoutent en politique publique, en gestion, en gouvernance. Alors, ça, c'est intéressant. Un chantier sur la surveillance. Ça aussi, ça a été démarré encore une fois par une discipline, les juristes, mais en même temps, on veut pousser ça un peu plus loin. Puis un chantier sur l'acceptabilité sociale et la démocratie là, qui s'ajoute à ce que je viens de vous mentionner. Donc, peut-être en terminant, quand je pense justement aux conditions pour favoriser le travail interdisciplinaire, puis je vous le livre vraiment, là, j'ai encore besoin de réfléchir à partir du deuxième article qu'on est en train de travailler, mais ce que je pourrais vous dire pour amorcer le tout, c'est d'avoir un projet commun, puis évidemment le financement, parce que nous, on était financés par les fonds de recherche du Québec spécifiques pour réaliser ce travail-là. Puis c'était clair que c'était pour soutenir la réflexion des décideurs publics. Donc, ça, c'est quand même majeur. Autre condition que je trouvais importante, que j'ai sentie chez les chercheurs, c'était la volonté de travailler ensemble dès le début. On n'était pas à la remorque, par exemple, de telle science, etc., mais on avait une volonté de contribuer ensemble. La troisième condition que j'ai remarquée, c'est de clarifier le langage et les concepts utilisés pour s'entendre sur les définitions. Hein? Exemple, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Comment on va travailler certains concepts? Donc, le dialogue entre disciplines n'est pas toujours facile. Puis, il ne faut pas le prendre pour acquis. T'sais, on peut être tous ensemble et penser qu'on parle pareil, mais on ne parle pas pareil. Alors, il ne faut pas avoir peur de revenir et de dire hey, est-ce qu'on se comprend? Et ça c'est important. Ensuite, il faut avoir l'humilité de ne pas tout savoir ni détenir la vérité. Puis ça, on pense que c'est facile, mais sincèrement, l'humilité, ce n'est pas facile. Parce qu'on aurait pu penser dans la pandémie que les outils de notification, là, ça allait sauver, puis que c'est eux qui avaient la réponse. Il y avait une réponse, mais il n'y avait pas la réponse. Fait qu'il fallait être humble. Puis ça, c'est important de maintenir ça. Puis je trouve aussi que ça nous oblige du même coup à traduire les connaissances acquises dans chaque domaine, dans la veine des autres disciplines qui entrent en ligne de compte. Fait que l'interdisciplinarité, pour moi, puis c'est pour ça que j'ai cité beaucoup Morin, est vraiment de connivence avec la complexité. Puis que oui, ça prend des ça a l'air facile de vous dire ça, là, ça prend un projet commun, ça prend du financement, ça prend de l'humilité, mais sincèrement, c'est pas gagné, puis il faut le ramener à chaque rencontre. Comme je vous disais, on se rencontrait à chaque vendredi, très précis, puis c'était 1 heure, puis il fallait que ça soit sa coche, comme on dit. Mais ces éléments-là étaient importants, à mon avis, pour le travailler. Fait que voilà,